Al24 News, bienvenue à vous pour l'édition de l'information de 19h. Sans plus tarder, voici votre sommaire. Au menu ce soir, des milliers de Palestiniens ont commencé tôt ce matin à regagner le nord de la bande de Gaza dans le cadre du cessez-le-feu entré en vigueur le 19 janvier, après près de 16 mois d'agression sioniste génocidaire. En Cisjordanie occupée, 3 civils palestiniens tombés en martyrs lors d'un bombardement de leur véhicule près du camp de Nour Shams. Il est question du Liban ce soir, où le nombre de civils tombés en martyrs dans les villages du sud du pays s'est alourdi à 22. Selon un nouveau bilan, le gouvernement libanais annonce accepter de prolonger la mise en œuvre de l'accord de cessez-le-feu jusqu'au 18 février prochain. Activité présidentielle en Algérie, le président Abdelmadjid Tebboune a reçu en audience cet après-midi le ministre tunisien des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'étranger, Mohamed Ali Nef. Situation sécuritaire explosive en République démocratique du Congo. Les combats entre l'armée régulière et le mouvement du M23 font rage. Des milliers de personnes ont dû quitter Goma et fuir vers le Rwanda voisin. Le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine se réunit d'urgence ce mardi. Le drapeau palestinien bien haut dans le ciel de Gaza, déployé, flottant et surplombant la marche de milliers de personnes regagnant leur foyer dans le nord de l'enclave suite à l'accord du cessez-le-feu. Après 15 mois de violences aveugles, des dizaines de milliers de Palestiniens rentrent chez eux. Ils ne retrouveront que des ruines, bien sûr, mais il n'en demeure pas moins que ça sera chez eux l'endroit où l'entité sioniste aura commis l'innommable pour les faire partir. Échec patent, mais à quel prix? Souila Kilal. Une marée humaine se déverse dans le corridor de Wadi Raza après plus de 2 jours d'attente dans le froid. Ces dizaines de milliers de Palestiniens mettent enfin le cap sur le nord de l'enclave. Ce nord si cher à leur cœur, d'où ils ont été chassés à coups de bombes sionistes. Aujourd'hui, même s'ils savent que tout a été saccagé, que de leur quartier, de leur maison et de tout ce qu'ils ont toujours connu, il ne reste plus rien. Ils sont heureux et se sentent victorieux d'avoir résisté à 15 longs mois de génocide. Nous sommes très heureux d'être de retour sur notre terre, dans notre patrie. Un salut aux combattants, un salut à tous ceux qui ont combattu avec nous, un salut à tous ceux qui nous ont aidés et soutenus. Merci à tous ceux qui nous ont tendu la main. Nous sommes très heureux et victorieux. Il est vrai que nous étions fatigués, mais à la fin, nous avons été victorieux. C'est une renaissance. J'ai l'impression que j'étais mort et maintenant je ressuscite. C'est un sentiment indescriptible. Revoir ma famille, mon peuple, mon quartier, là où j'ai grandi, où j'ai vécu. Je vous dis que j'ai hâte. Nous voulons retourner chez nous, retourner à notre vie. Mes enfants n'ont pas vu leur maison. Ils ne connaissent pas leur maison. Il n'y a plus de vie, plus d'école. Une génération est partie, brûlée, morte, effacée. Ce lundi, dès 7h du matin, heure locale, les déplacés palestiniens se sont engouffrés dans la route Al-Rachid en direction du nord. Seules les personnes à pied ont été autorisées à emprunter cette route côtière. Ceux qui ont des moyens de locomotion ont été invités à regagner le centre et le nord de l'enclave via la rue Salah ad-Din dès 9h du matin. À pied, en voiture ou à dos d'âne, le plus important pour ces Gazaouis, c'est de prendre leur revanche sur le sort et retourner chez eux. Nous nous sentons heureux, mais en même temps tristes, car nous avons perdu beaucoup de nos proches. Mon fils est mort, son fils est avec moi. Tout le monde attendait ce moment avec nostalgie. Et nous espérons que l'avenir sera meilleur, car le peuple a payé le prix fort. Nous sommes venus aujourd'hui pour participer à ce moment historique, du retour de nos déplacés du sud vers le nord. Et pour ceux qui disaient qu'il n'y aura pas de retour des déplacés, les voilà qui repartent vers le nord. Honnêtement, nous n'avons pas de vie en dehors de Gaza.
Il serait quelques 650 000 Palestiniens concernés par ce grand retour vers le nord. Même si rien n'est encore gagné, ces déplacés veulent savourer ce qui représente pour eux une large victoire sur l'ennemi. Ce 27 janvier 2025 est pour Raza une journée mémorable qui restera gravée dans la mémoire collective. Tout projet de déplacement du peuple palestinien rejeté, signé le porte-parole de la présidence palestinienne en la personne de Nabil Abou Roudina. De tels plans, selon lui, accentueraient l'instabilité et le chaos dans la région. Il poursuivra que le peuple palestinien a trop souffert des malheurs de 1948 et 1967 et n'acceptera jamais ces projets, soulignant que les scènes du retour du peuple palestinien dans ses maisons du nord de Raza, malgré la destruction systématique et les crimes commis par les forces d'occupation, confirme que ce peuple restera ferme sur son sol et que personne ne pourra le déplacer de son pays. Projet de déplacement du peuple palestinien, fin de non-recevoir. Cette fois, ça émane catégoriquement du Parlement arabe. Le président de son Parlement, Mohamed Ali Yimahi, a également condamné tout type de programme de cette nature. L'expulsion du peuple palestinien de la bande de Raza qui vise à liquider la cause palestinienne, considérant que ces initiatives constituent une violation flagrante des décisions de la légitimité internationale et des droits légitimes du peuple palestinien. On se déplace à présent en Cisjordanie occupée, une agression à l'aune du 7e jour consécutif à Jenin. L'armée d'occupation sioniste et les colons enchaînent leurs actes de violence. 10 Palestiniens tués en moins de 48 heures et des dizaines blessés. En Cisjordanie, on le constate, le droit international est toujours autant bafoué. Territoire occupé toujours, 3 Palestiniens tués, 3 autres blessés dans un bombardement d'un véhicule près du camp de Nour Shems, près de Tulkaram. Selon le ministère de la Santé palestinienne, les victimes ont été transportées à l'hôpital de Tulkaram et nous sommes d'ailleurs sans nouvelles de leur état de santé. Toujours en territoire occupé, les forces de l'occupation ont tué 20 Palestiniens, dont 4 enfants. C'est aussi suite à plusieurs interpellations qui ont concerné également 20 autres Palestiniens lors d'une incursion dans la localité de Beit Omar, au nord de la ville d'Hébron, dont une étudiante issue de la localité de Beit Awaw, au sud-ouest de la ville de Hébron. Aujourd'hui ont eu lieu les funérailles du jeune Adam Soublaban à Kafr Aqab, au nord d'Al-Quds occupé, jeune homme de 18 ans, abattu dimanche près du poste de contrôle de Qalandia, une mort qui a suscité, comme on le voit sur les images, beaucoup d'émoi. Voilà qui referme notre page consacrée à la Palestine. Le Liban à présent, l'entité sioniste viole une nouvelle fois le cessez-le-feu. Au moins 22 personnes ont été tuées au sud lors de bombardements quand ils ont tenté de regagner leur maison. Le bilan est lourd avec 100 blessés également. L'entité sioniste, à l'heure où on parle, refuse de se retirer du sud du pays alors que c'était prévu lors de la journée de dimanche dernier.
Cessez-le-feu, on en parle encore. Le Liban s'engage à prolonger la mise en œuvre de l'accord de trêve jusqu'au 18 février prochain. Après une médiation américaine, le nouveau gouvernement de Beyrouth a accepté cette prolongation, l'entité sioniste n'ayant pas respecté la date limite de retirer ses troupes de la zone sud. Justement, cette zone sud, les habitants de Kfar Kilan rentrent chez eux après un rassemblement, mais l'inquiétude demeure palpable puisqu'hier, l'armée sioniste a ouvert le feu sur la foule dans ce village qui se situe au sud de cette zone explosive et qui suscite beaucoup d'inquiétudes, qui se trouve au sud du pays du Cèdre. Iran, avec la technologie militaire et aussi la présentation du nouveau drone baptisé Raza, présenté lors d'exercices militaires aujourd'hui, témoin de la prouesse, je le disais, technologique du pays dans ce domaine. Ce nouveau spécimen, ce nouvel engin a une portée de 1000 km et peut comprendre une charge d'environ 500 kg. میتونه کامل یک عملیات رو اداره بکنه. برای این پهپاد میشود 25 مأموریت مختلف تعریف کرد که یکی از آنها شناسایی است. اینجا فرمانده نیروی هوافضایی سپاه در حاشیه بازی به پرواز در میآید. Tout de suite, on part en Afrique pour évoquer les derniers événements du jour. À tout de suite. Et des nouvelles africaines qu'on entame avec notre diplomatie. En effet, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, reçoit le ministre tunisien des Affaires étrangères, Mohamed Ali Nefti, ainsi que sa délégation. L'audience s'est déroulée en présence du directeur de cabinet à la présidence, Boualem Boualem, et du ministre des Affaires étrangères, Ahmed Attaf. مثل اللقاء سانحة أطلعت فخامة الرئيس على La rencontre était une occasion pour informer le président de la République de l'ordre du jour de l'entretien que j'aurai avec Ahmed Attaf, ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, une stratégie qui, nous espérons, consolidera la coopération bilatérale pour qu'elle puisse être à la hauteur de nos ambitions avec une coopération stratégique à tous les niveaux, à commencer par la bonne préparation des prochaines échéances bilatérales. La rencontre avec Monsieur le Président était une occasion pour passer en revue bon nombre de questions, arabes mais aussi régionales, ce qui reflète l'intérêt porté sur les consultations et la collaboration par les deux pays et les deux chefs d'État, et pour conforter leur contribution à la paix et à la sécurité et le développement dans notre région et dans le monde entier. Après le Parlement arabe, le Parlement panafricain a condamné fermement l'ingérence du Parlement européen dans les affaires intérieures de l'Algérie, la qualifiant de violation des chartes internationales consacrées au respect de la souveraineté des États et à la non-ingérence dans leurs affaires. Le Parlement panafricain a par ailleurs profondément regretté que le Parlement européen s'empresse d'émettre des résolutions sans consulter son homologue africain, en contradiction avec l'accord conclu entre les deux institutions en décembre 2022, prévoyant la nécessité de se concerter, d'échanger des informations avant d'émettre ou de diffuser une résolution concernant un pays des deux continents. En bref, et ça concerne le dossier sahraoui, l'association française des amis de la République sahraoui vient de tenir son assemblée générale dans la ville d'Ivry, située en banlieue parisienne en France, en présence d'un grand nombre de ses membres et de plusieurs élus nationaux et locaux, ainsi que du représentant du Front Polisario en France, Mohamed Ali Zerouali. L'événement a également été marqué par l'intervention du sénateur Pascal Savoldelli, qui a réaffirmé le soutien du Parti communiste français et de ses élus au Parlement français à la lutte du peuple sahraoui pour son droit inaliénable
à l'autodétermination et à l'indépendance. Autre actualité africaine, Est-RDC, des tirs retentissent à Goma, la ville totalement paralysée, des combats font toujours rage dans le secteur avec des tirs de mortier qui se sont fait entendre au sein du plus important quartier commercial ainsi que des zones juxtaposant l'aéroport. RDC, la violence contraignant des milliers de personnes à fuir vers l'Est, c'est-à-dire vers le Rwanda, alors que les combats s'intensifient à Goma. La situation est difficile pour l'ensemble des acteurs sur le terrain, comme les militaires sud-africains qui tentent tant bien que mal de garantir la sécurité. Situation RDC toujours qui inquiète, notamment au-delà du pays, puisque le président kényan tente une médiation en annonçant, afin de régler la situation, peut-être un sommet des pays d'Afrique de l'Est. L'escalade du conflit et la détérioration de la situation dans l'Est de la République démocratique du Congo sont une grave préoccupation pour les populations et les gouvernements d'Afrique de l'Est. Notons l'aggravation de la crise humanitaire exacerbée par les actions militaires en cours, notamment la fermeture de l'espace aérien à Goma. J'appelle à la cessation immédiate et inconditionnelle des hostilités. J'appelle les partis au processus de Luanda sur l'est de la RDC et j'en appelle en particulier à mes frères, le président Félix Tshisekedi et le président Paul Kagame, avec lesquels j'ai eu l'occasion de m'entretenir ce soir, à entendre l'appel à la paix lancé par les populations de notre région et par la communauté internationale. Nous allons convoquer un sommet extraordinaire de la communauté de l'Afrique de l'Est dans les prochaines 48 heures pour faciliter et délibérer sur cette crise et tracer une voie à suivre. RDC, comment faire taire les armes, justement, peut-être le début d'une autre solution. Le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine tiendra mardi une session d'urgence sur la situation dans l'Est de la République démocratique du Congo, en proie à des combats, comme on vient de le voir, entre les forces congolaises et les combattants du groupe armé M23 et des soldats rwandais. Concrètement, autre dossier du jour, après une semaine de gains éclairs pour l'armée soudanaise et ses alliés dans la capitale Khartoum, les dirigeants ont salué un tournant au sein du conflit en s'adressant aux journalistes depuis l'intérieur du principal quartier général de l'armée assiégée depuis, on le rappelle, avril 2023. Amel Mzienzitouni. C'est une étape très importante pour le peuple soudanais dans la guerre civile qui a plongé le Soudan dans le chaos depuis près de 2 ans. En brisant le siège de son quartier général à Khartoum, encerclé par ses rivaux paramilitaires depuis avril 2023, et en reprenant la raffinerie d'El Jaili dans le nord de Bahri, l'armée soudanaise marque une nouvelle étape dans le règlement du conflit qui l'oppose aux paramilitaires des forces de soutien rapide. Dès que ces victoires ont eu lieu, il y a 2 jours, les voix de l'équité se sont estampées. Tout le monde niant et sapant ce triomphe remporté par les forces armées et le peuple soudanais. Ils ont même nié que les forces armées soient entrées dans la zone militaire de Bahri. Le commandement général, la raffinerie d'El Jaili et tous les sites où les forces avaient remporté des victoires au cours des 2 derniers jours.
Pour les dirigeants de l'armée, cette victoire est un véritable tournant de la guerre civile au Soudan. Un moment qui verra le retour des 12 millions de déplacés chez eux. Avec les victoires remportées, nous pouvons dire que nous avons atteint un tournant. Le premier tournant est qu'à partir de ce moment et de ce lieu, une nouvelle histoire pour l'État du Soudan et le peuple soudanais commence. À partir de là, les forces armées avanceront pour nettoyer chaque centimètre restant de notre patrie. Et à partir de ce moment, nous verrons le retour de tous les Soudanais déplacés, leur permettant de reprendre une vie normale dans leur patrie, dans la sécurité, la stabilité et, si Dieu le veut, la paix. Tandis que des civils applaudissent dans les rues de Bahri et d'ailleurs, et que des soldats scrutaient l'horizon à travers des fenêtres soufflées de la base centrale de Khartoum et célébraient en parcourant ces terrains en paix après un long assaut des RSF. Ces dernières démentent toute avancée de l'armée et déclarent qu'elles soutiendraient la formation de leur propre gouvernement, tandis que les dirigeants de l'armée soudanaise ont rejeté l'inclusion des RSF dans l'État soudanais, suscitant des craintes d'une partition officielle du pays. On reste encore un tout petit peu au Soudan, où le comité de la Croix-Rouge tire la sonnette d'alarme. Les attaques contre des infrastructures civiles essentielles se multiplient sur fond d'escalade de combats dirigés contre des centrales électriques, des stations d'approvisionnement en eau et des barrages situés dans les États du nord du Nil, également de Sanar, du Nil blanc également, et de Kedaref. Ces attaques ont causé d'importants dégâts et mis en danger les équipes techniques chargées d'assurer le fonctionnement et l'entretien de ces installations. Dans le reste de l'actualité, Ukraine, dans le cadre de son opération militaire spéciale lancée le 22 février 2022, la défense russe a annoncé dans la journée, par la voie d'un communiqué, le contrôle de 2 villages à Koursk, précisant, je cite, le groupement Nord a libéré la localité de Nekalaïvo, d'Arino. Il a aussi attaqué 12 brigades ukrainiennes et repoussé 2 contre-attaques. Fin de citation. L'Union européenne s'apprête à renouveler son régime de sanctions contre la Russie, a fait savoir dans la journée la chef de la diplomatie de l'UE, Kaja Kallas, sur son compte sur la plateforme X, indiquant que ces sanctions seraient reconduites pour les 6 prochains mois. Le ministère russe de la Défense a annoncé l'arrivée du sous-marin d'attaque à propulsion nucléaire de 4e génération, l'Arkhangelsk, à sa base permanente avec la flotte russe du Nord. Le sous-marin, portant le nom de la capitale de l'oblast d'Arkhangelsk, rappelle que cette ville était autrefois le principal port maritime de la Russie avant l'essor de Saint-Pétersbourg au XVIIIe siècle. Все замечания, которые были выявлены на предыдущих 3 кораблях, после чего будем входить в состав сил постоянной готовности. Les relations russo-américaines, le Kremlin a annoncé le 27 janvier n'avoir reçu aucun signal des États-Unis concernant une éventuelle rencontre entre Vladimir Poutine et Donald Trump, bien qu'il reste prêt à organiser une telle réunion. Dmitri Peskov a précisé que, selon les informations disponibles, les 2 parties étaient ouvertes à cette idée, mais qu'il fallait du temps pour planifier l'événement. En règle générale, ce sont les chefs d'État eux-mêmes qui en discutent au moment où ils jugent opportun d'organiser une telle conversation. Jusqu'à présent, nous n'avons reçu aucun signal des Américains. Nous travaillons donc selon notre calendrier. La volonté de la Russie demeure la même, mais apparemment, il faut un certain temps pour organiser quelque chose. Biélorussie, le président sortant Alexandre Loukachenko a remporté l'élection présidentielle au Bélarus selon
Les résultats préliminaires publiés dans la journée par la Commission électorale centrale du pays obtenant 86,82% des voix. Selon la loi biélorusse, le candidat à la présidentielle qui obtient plus de 50% des voix est déclaré vainqueur d'office. Les Biélorusses se sont rendus aux urnes dimanche pour élire un nouveau président. 5 candidats étaient en compétition lors de cette élection, dont le président sortant, Alexandre Loukachenko. Григорьевича Лукашенко. Центральная избирательная комиссия планирует 3 февраля провести свое заседание по установлению итогов выборов президента республики. Приняло участие в голосовании. 5 916 195 électeurs ont participé aux élections, soit 85,69% des électeurs. Ainsi, les élections du président de la République de Biélorussie sont considérées comme celles qui ont eu lieu. Alexandre Grigorievitch Loukachenko, 5 136 293 voix, soit 86,82% des voix. Ainsi, la majorité des voix a été exprimée en faveur d'Alexandre Loukachenko. Наибольшее количество голосов отдано за Александра Григорьевича Лукашенко. À cette occasion, la Russie a salué la victoire électorale de Loukachenko. Je vous propose d'ailleurs d'écouter le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov. Poutine a félicité Alexandre Grigorievitch Loukachenko pour sa solide victoire aux élections et pour le bon déroulement des élections. Nous nous joignons tous à ces félicitations. Nous sommes heureux du succès de nos alliés. Nous pensons qu'il s'agit d'élections absolument légitimes, bien organisées et transparentes, avec une victoire plus que solide du chef de l'État actuel. Quant aux voix qui se font entendre en Occident, elles sont très prévisibles et nous ne les considérons pas comme dignes d'attention. La Suède, qui a appréhendé un navire bulgare dans le cadre de l'enquête pour sabotage aggravé ouverte après qu'un nouveau câble sous-marin ait été endommagé en mer Baltique entre la Suède et la Lettonie. Pour rappel, un câble sous-marin de fibre optique entre la Lettonie et la Suède a été endommagé dimanche en mer Baltique, probablement en raison d'une intervention externe, ont déclaré les autorités lettonnes. Le navire naviguait dans de très mauvaises conditions de météo. Il y avait de fortes rafales de vent du sud en allant vers l'ouest. Lorsque le vent s'est arrêté, l'équipage est sorti pour vérifier d'éventuels dégâts. Ils ont découvert que l'ancre gauche était tombée, comme on dit en langage marin, et elle traînait sur le fond marin. Il est possible que le navire ait causé ce problème avec le câble. Mais à mon avis, il n'y a absolument aucune chance que nous parlions d'un acte de sabotage ou de toute autre action de la part de notre équipage. Turquie, 19 personnes ont été arrêtées, placées en détention au terme de leur garde à vue dans l'enquête sur l'incendie d'un hôtel de montagne en Turquie qui a fait 78 morts la semaine dernière. Annonce aujourd'hui l'agence turque Anadolu, parmi lesquels l'adjoint au maire de Bulu, chef-lieu proche de la station de ski Karkalia, où a eu lieu le drame. On le rappelle, le chef adjoint des pompiers et un autre pompier réserviste, a précisé l'agence, font partie des victimes. Et on arrive à présent à notre page consacrée à l'invité du jour pour évoquer les tenants et les aboutissants du cessez-le-feu entre la résistance palestinienne et l'entité sioniste après plus de 15 mois de bombardements aveugles, et encore le mot est faible, où les civils palestiniens ont payé un lourd tribut, un peu trop lourd tribut. Les Palestiniens et les Razaouis particulièrement épuisés après cette terrible épreuve tentent, comme ils le peuvent, psychologiquement et physiquement, de fêter la fin de ce génocide. Mais ne voilà-t-il pas que le nouveau et ancien, pour le coup, résident à la Maison-Blanche, Donald Trump, propose de régler la solution du problème Razaoui? Comment? Tout bonnement en évacuant les Razaouis de leur terre. Rien que ça. Est-ce que la nouvelle bataille du peuple Razaoui a commencé? En Cisjordanie, la situation plaide pour une accélération de la colonisation. On décortique ensemble le tout avec notre invité du jour. C'est tout de suite.
Et pour parler justement des tenants et des aboutissants de ce cessez-le-feu, je reçois Abed Sharef, journaliste et analyste. Bonsoir Abed Sharef. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Marhaba. Alors Abed Sharef, le cessez-le-feu est entré en vigueur le 19 janvier dernier. On le disait, vous le savez sans doute, puisque vous avez aussi étudié, analysé tous ces longs mois de massacres. Les Palestiniens fêtent la fin du génocide, mais quand même, le prix a été lourd, très lourd cette fois. Le prix a été très lourd, effectivement, mais c'est une situation qu'il faut quand même disséquer et voir sur différents plans. Quand on dit le prix a été lourd, quel est le prix d'un pays? Quel est le prix d'une patrie? Je ne sais pas. Ensuite, sur le plan, aujourd'hui, on est essentiellement sur le plan émotionnel. On regarde ces vidéos de centaines, de dizaines de milliers de Palestiniens qui rentrent chez eux, à pied, etc. Ce sont des images très fortes. On parle des chouhada, mais il y a aussi un autre volet sur le volet politique. Parce que le 7 octobre, c'est d'abord une opération politique et il faut l'analyser sous l'angle politique. Et sous l'angle politique, la résistance palestinienne a atteint des objectifs très importants. Le prix a été très lourd, mais les objectifs sont très importants. Je peux en citer quelques-uns. Ils ont replacé la question palestinienne au centre du jeu politique. Aujourd'hui, plus personne ne peut dire qu'on peut faire quoi que ce soit sans les Palestiniens. Alors qu'avant le 7 octobre, on avait oublié les Palestiniens. La deuxième chose, c'est que la résistance a réussi quand même à garder une organisation, une structure, malgré des bombardements incroyables. On n'a pas vu ça depuis. Il faut se mettre en tête ce que c'est Gaza. Gaza, c'est 1/10 de la wilaya d'Ain Difla, en superficie, avec 2 millions de personnes. Dans un aussi petit territoire, il y a des gens qui se sont organisés dans des tunnels, qui ont mené une résistance et qui ont réussi à garder des structures de commandement, des structures d'action, des structures militaires impeccables. Ça, c'est extraordinaire. Et de logistique. Hein. De logistique, d'organisation. Il faut, malgré un fait, j'ai vu ça hier, 92% des bâtiments de Gaza ont été détruits totalement ou partiellement. Il y a que des ruines, mais ça... 40 millions de tonnes de ruines. Dans une guerre de ce type, dans une guerre de résistance, le plus faible a des objectifs politiques à atteindre. Parmi ces objectifs, il faut absolument qu'il garde les structures de commandement et les structures d'action. Les Palestiniens ont réussi, ça c'est énorme. Alors vous me tendez une perche puisqu'on s'arrête, vous savez, la célèbre maxime de Clausewitz, le célèbre théoricien de la guerre, qui dit que la guerre n'est que la simple continuation de la politique par d'autres moyens. Donc ce que vous nous expliquez à l'instant, c'est que les Palestiniens ont atteint quand même des objectifs politiques majeurs. Contrairement à l'entité sioniste, on voyait un Netanyahou, en tout cas le commandant militaire sioniste, qui bombardait à l'aveugle, on ne savait pas jusqu'où ils allaient s'arrêter. Est-ce que c'est une défaite aussi, si on prend la maxime de Clausewitz, c'est une défaite majeure pour l'entité sioniste? Finalement, c'est l'art de la guerre occidentale, c'est-à-dire on bombarde sans savoir. Oui, c'est une défaite morale. Il y a deux, parmi les principaux dirigeants israéliens, qui font l'objet d'un mandat d'arrêt international. C'est énorme. Dans l'histoire du Proche-Orient, ça c'est énorme. Il y a un deuxième élément qu'on peut citer, c'est que l'opinion publique internationale a basculé du côté palestinien. Surtout populaire. Du côté, les pouvoirs, les réseaux de pouvoir et les réseaux d'argent restent favorables à Israël. C'est important. Mais c'est important, bien sûr que c'est important. C'est là que se fait la décision. Mais l'opinion publique a basculé côté palestinien. Ça, c'est important. Ça, c'est une victoire. Et on est dans une période où
le résultat d'une guerre ne se décide pas uniquement sur le plan militaire. Il se décide d'abord sur le plan de la communication, de la propagande, sur le plan on va dire, des idées. Et ce qui faisait la supériorité d'Israël jusqu'à aujourd'hui, ce sont deux facteurs. Deux. Le premier, c'est qu'ils maîtrisaient, ils avaient le contrôle de la presse internationale influente. Celle qui fait l'opinion. Même du narratif. Du narratif. Et c'est cette presse qui fait le narratif. Donc, ils avaient ça. Le deuxième facteur, c'est les États-Unis. Les Palestiniens, on se trompe quand on parle des pays arabes qui ne veulent pas combattre Israël, qui ont peur d'Israël, ou là, les Palestiniens, pourquoi? Non, les Palestiniens ne combattent pas Israël. Ils combattent Israël et les États-Unis et les alliés occidentaux d'Israël. Ça fait beaucoup de monde, hein, à Beth-Shean. Le 7 octobre, quand a eu lieu l'opération du 7 octobre, 2 porte-avions américains se sont déplacés, l'un en Méditerranée, en face des côtes palestiniennes, et l'autre dans le Golfe. C'est Gerald Ford. Voilà, donc il faut se rendre compte de la puissance qui est en face. Et, à mon avis, c'est un point important pour les Palestiniens pour qu'ils sachent ce qu'ils veulent, l'objectif, se fixer des objectifs et atteindre ces objectifs. Il faut qu'ils se mettent, qu'ils assimilent les données. Et le rapport de force, il est là. Ils ne combattent pas Israël, ils combattent les États-Unis. C'est leur choix. Il faut qu'ils fassent des choix. Même cette résistance, elle a été, d'une certaine manière, extraordinaire, puisque même par rapport à l'échiquier mondial, on a vu qu'il y avait un hiatus entre des institutions, des gouvernements occidentaux qui se partent de valeurs dites de liberté, de modernité, et puis on a vu une rue, au contraire, qui était pro-palestinienne. On a vu aussi que ces gouvernements étaient très limités et peut-être dans une impasse politique, dans une crise politique. Ce qui s'est passé depuis le 7 octobre et ce qui s'est passé avec l'Ukraine aussi, parce qu'il y a un parallèle à faire, nous a permis de nous débarrasser d'un certain nombre d'illusions. Beaucoup de populations du Sud, dans les pays arabes, en Afrique, en Amérique latine, etc., beaucoup de gens étaient émerveillés par les valeurs que les Occidentaux affichaient tout le temps. Depuis le 7 octobre, on sait que c'est faux. On sait que c'est de l'apparence, on sait que c'est une façade et que c'est faux. Et donc, sur ça, quand un occidental s'adresse à nous en nous parlant de liberté, de droits de l'homme, etc., permettez-moi l'expression, on peut lui cracher dessus. Par contre, dans les pays occidentaux, il faut pas non plus faire l'erreur de mettre tout le monde dans le même paquet. Évidemment. Il y a des gens solidaires, il y a des gens formidables, il y a des gens qui ont beaucoup fait pour que les Palestiniens deviennent visibles et que leur cause soit plus ou moins entendue. Vous pensez à qui quand vous dites ça? Une partie des gauches européennes. D'accord. Une partie des gauches européennes a fait un travail qui est formidable. Je parle de l'Afrique du Sud, les BRICS, tout ce monde qui a refusé de suivre Israël et qui, avec le temps, s'est positionné de manière très ferme pour les droits des Palestiniens. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, ce monde populaire occidental existe et il n'est plus possible de faire sans lui. Alors, la résistance palestinienne, pas uniquement le Hamas, parce qu'on oublie de le dire, mais que la résistance a su aussi unifier tous les courants de la résistance palestinienne, a utilisé une arme, vous en parlez à l'instant, l'arme de la communication. Hier, par exemple, quand on a relâché les soldats sionistes, ça a été filmé, il y a une espèce d'événement. Donc, on voit, hein, les Palestiniens, la résistance palestinienne essaye aussi de faire d'une certaine manière du soft power, en tout cas de récupérer le récit de leur combat, de leur identité, de faire aussi prévaloir leurs valeurs. Oui, mais il y a deux points qui sont opposés, mais qu'il faut souligner. Quand il y a eu le 7 octobre, il y a eu une campagne occidentale d'une puissance inouïe pour avancer des mensonges.
des bébés dans les fours, des bébés décapités, etc., des viols, des horreurs absolues. Alors que... On sait que c'est faux. Hein, on sait que c'est faux. Mais c'était trop tard quand on a su que c'est faux. Ils avaient un objectif. L'effet a été produit. Il faut se rappeler que le président des États-Unis, M. Joe Biden, l'homme le plus puissant du monde, l'homme qui dirige l'armée la plus puissante du monde, a déclaré qu'il y avait des bébés dans les fours, etc. Est-ce que cet homme a menti? Est-ce qu'il savait et il a menti? Ou il a été trompé, peut-être? Ou bien, est-ce qu'il a été manipulé? Si le président des États-Unis est manipulé par les Israéliens, on se rend compte à quel point c'est grave. S'il a délibérément menti, qu'est-ce qui est le plus grave dans ces deux cas? Mais bon, ça c'est un volet. Donc, les Palestiniens ont essayé, tant bien que mal, de reprendre le narratif. C'est important. Par contre, il y a un échec palestinien dans cette histoire. Les groupes armés qui ont mené la résistance n'ont pas réussi à entraîner l'ensemble des Palestiniens avec eux. Le Fatah n'est pas allé dans la résistance. D'autres groupes ne sont pas allés dans la résistance. Or, dans la situation des Palestiniens, un consensus national, une participation de tous les courants, de tout le monde, est absolument vital pour espérer continuer. Et une opération aussi osée le 7 octobre, c'est quelque chose qui va être enseigné dans les universités militaires pendant un siècle. Techniquement, sur le plan militaire, c'est une opération incroyable. Incroyable. Historique. On vient d'assister à une séquence historique. Oui. Mais après, aussi importante, aussi impressionnante soit une opération militaire, il y a les objectifs militaires, les objectifs politiques qui priment. Et un des ratages de la résistance palestinienne, c'est que les autres formations palestiniennes ne sont pas allées dans la résistance. Peut-être que ça viendra. Un mot, vous disiez, est-ce que le président des États-Unis, l'homme le plus puissant du monde, est-ce qu'il a été manipulé? On en vient par exemple au bilan, le bilan officiel, hein, on parle de 47 000 morts, alors quand on posait la question en conférence de presse à Anthony Blinken ou Joe Biden, il disait ça c'est les chiffres du Hamas, ça c'est les chiffres du Hamas, mais un article du Huffington Post a dit que en aparté, Biden reconnaissait que les chiffres du Hamas se rapprochaient le plus de la réalité, ainsi que l'ONU. Et même il y a 3-4 jours, il y a The Lancet, le célèbre journal britannique, qui a parlé de 180 000 morts palestiniens, en comptabilisant par exemple les morts indirectes ou morts de maladies, en tout cas de famine, de manque d'hygiène. Donc on le voit, peut-être qu'ils étaient au courant, mais c'est une forme de donner une victoire à la résistance palestinienne, que reconnaître qu'ils avaient raison sur certains pans de leur combat. Ça c'est de la com. Les Israéliens maîtrisent la com, ils la maîtrisent bien. Et en plus, ils ont la complicité des grands médias. Mais pardonnez-moi, mais cette fois-ci, ils perdent. La com, oui, mais c'est limité, la com, jusqu'à un certain temps. Ils perdent. Ce sont les faits, bien après, qui ont fait qu'ils perdent. Antérieur, oui. Mais il faut se rappeler, on va dire, le premier mois, par exemple, après le 7 octobre. Le premier mois, après le 7 octobre, il était question de bébés dans des fours, de bébés décapités, de femmes violées. Et quand on interviewait quelqu'un sur n'importe quelle chaîne occidentale, est-ce que le Hamas est un mouvement terroriste? Est-ce que vous dénoncez le Hamas? C'est un préalable pour prendre la parole. Et rentrer dans le débat. Donc ça, après, les choses ont changé. Mais la propagande, la communication israélienne avait un objectif qui a été atteint à ce moment-là. Les gens avaient la trouille. Personne n'osait aller à contre-courant. Quand on dit... c'est des arguments qui sont très simples. C'est-à-dire, on peut leur dire que... Moi, on m'aurait posé la question, est-ce que le Hamas est un mouvement terroriste? Moi, je dirais, le mot terroriste a été inventé
par l'occupant, par le colon, pour discréditer le résistant. Les Allemands ont appelé les résistants français terroristes. Il y a deux choses. C'est vulgaire, il y a deux choses. mais il faut le rappeler ça. Mais il y a deux choses, Ahmed Sharaf, sur ce point. C'est que le Parlement européen, au début, disait que le Hamas, il y a 5-6 ans, disait que le Hamas est un mouvement terroriste. Le Hamas a composé un dossier en le déposant au Parlement européen. En fait, pour reconnaître qu'un mouvement est terroriste, il faut qu'il fomente des attentats en dehors de sa zone. Deuxième chose, c'est que l'ONU reconnaît le droit à la résistance, y compris armée, du Hamas. Donc c'est nul et non avenu, cet argument de dire que le Hamas est terroriste. Selon le droit international occidental. Hein. Dans la communication, dans la propagande, le droit ne compte pas. Le raisonnement ne compte pas. On impose des idées absurdes, contre toute logique, et les gens doivent se plier. Parce qu'on est dans un moment où il faut atteindre tel objectif. Ensuite, on passe à autre chose. La vérité n'intéresse pas les propagandistes, les spécialistes de la communication. Ils sont israéliens, occidentaux, ne sont pas intéressés par la vérité. Ils sont intéressés par la manipulation de l'opinion. Quand on te dit les Palestiniens ont décapité des bébés, ça y est, 20%, 30% de la population occidentale croit à ça et elle est anti-palestinienne. Est-ce que ça marche? C'est le but. Puisqu'on voit les capitales occidentales, Londres, Paris, Madrid, Reykjavik, même aux États-Unis, même les universités américaines, celles qui sont censées former l'élite de demain aux États-Unis, n'ont pas trop cru à cette stratégie de communication. C'est bien après. Ça, c'est des mois et des mois après. Et il faut se rendre compte, on peut même... il y a une étude qui est très sérieuse qui a montré que TikTok a joué un rôle central dans l'évolution de l'opinion. Parce qu'il y a les vidéos et il y a de nouvelles générations qui ne sont pas trop touchées par la propagande israélienne classique. Et TikTok a participé à faire basculer l'opinion. C'est pour ça que les Américains voulaient l'interdire. Toute cette affaire-là. Donc, toutes ces choses-là sont très sérieuses. Mais aujourd'hui, nous, on essaye de comprendre qu'est-ce qui a basculé politiquement. Les sociétés occidentales, on va dire les fractions populaires des sociétés occidentales, ont basculé côté palestinien. C'est une grande victoire déjà. Hein. Oui, c'est important. Mais les réseaux de pouvoir et les réseaux d'argent restent plutôt favorables à Israël. C'est une donnée concrète. Concrète, Ahmed Sharaf. Alors, on va parler maintenant rapidement de la proposition de Donald Trump alors il a un plan, il a une feuille de route, il vient d'entrer au pouvoir, il a une feuille de route, c'est-à-dire d'évacuer les Palestiniens dans les pays limitrophes. Est-ce qu'il a médité ce qu'on vient de se dire à l'instant, c'est-à-dire que les Palestiniens sont capables de mourir pour une terre, et lui, il vient après l'accord du cessez-le-feu en disant que la solution au problème palestinien, c'est d'enlever complètement le problème palestinien. C'est de la surenchère, c'est... Il y a des situations où on hésite entre l'analyse politique sérieuse ou la formule, le punchline le raccourci qui veut tout dire. Et puis, moi, j'ai envie d'aller à un raccourci. Donald Trump, c'est un agent immobilier. À la base, oui. New-Yorkais, oui. Il pense qu'à Gaza, c'est une question d'immobilier. Il a dit, on va les prendre dans le désert, en Égypte, on va leur construire des logements, ou là, en Jordanie, ou là. Il raisonne comme un homme d'immobilier. Mais ces gens de Gaza, les Palestiniens de manière générale, ils s'appellent Palestiniens en référence à une terre qui s'appelle Palestine. C'est leur terre. Jusqu'à la fin des temps, ça va être leur terre. Ils ont été défaits en 1948. Ils ont été massacrés dans les années 60, dans les années 70. Ils ont perdu 82 Beyrouth. Et Gaza, ça a été un massacre absolu. Mais il y a deux mots qui vont ensemble. Palestine et Palestiniens. Et ça, Donald Trump, avec toute sa puissance, avec tout son argent, ne peut pas changer cette donnée concrète. Et dans 5 ans, dans 10 ans,
Si les Palestiniens n'ont pas une solution acceptable, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, on va revivre une résistance sous une autre forme. Je ne sais pas comment ça va se manifester, comment ça va se faire, mais ils sont là. Ils sont là jusqu'à la fin des temps. Abed Sharaf, dernier mot, on arrive à la fin de notre entretien. Est-ce que les accords d'Oslo de 93 sont définitivement morts? De fait, ils ont été oubliés. Et ça, à mon avis, ça devrait être la leçon pour les Palestiniens. Oslo, ça a été un espoir très important. Ça a ouvert une piste pour une solution acceptable pour les Palestiniens. Moi, je me rappelle Abdelhamid Meher, dans une discussion, m'a dit, j'ai retenu une chose de ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, les Palestiniens ont fait une erreur. Ils ont abandonné la lutte armée avant d'arriver à l'objectif politique. Voilà, ça, les Palestiniens vont être amenés à négocier, on y est, on va leur proposer des choses. On en parle. Il faut qu'ils y restent. Merci beaucoup Abed Sharaf d'avoir été des nôtres. Je rappelle que vous êtes journaliste, c'est toujours un plaisir de discuter avec vous. La fin de l'édition de l'information se conclut avec cet entretien extraordinaire avec Abed Sharaf. Merci de nous avoir suivis. Tout de suite la météo et je vous retrouve demain.